Bonjour la communauté de Star Wars en direct, c'est Aude pour vous guider dans notre boutique. Celui-là, c'est un incontournable. Oh, ce mash-up, il est parfait. This is the way. Il est tout nouveau, tout chaud. Ça serait hyper cool dans ta pièce Star Wars, non ? Alors, un pour toi et un autre pour toi. Visitez notre boutique et merci de votre soutien. Bonsoir, bonjour, bon matin, peu importe à quel moment vous nous écouterez puisque c'est en différé. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition littérature, ou plus précisément comics, qui sera consacrée à la conclusion, on va dire, de l'événement Crimson's Reign du côté des comics Star Wars, du côté de chez Marvel. Ici Francis, en direct de Québec, et fidèle à mon habitude, je rejoins mon comparse à l'autre bout du continent, Jean à Vancouver, ça va bien? Salut Francis, salut à tous, ça va. Ça va un petit peu fatigué aujourd'hui, mais ça va aller. Comme ça, on va être deux. Voilà. Les gens qui vont nous écouter le matin, par exemple, en se rendant au travail, là, dans l'autobus, et qui ont déjà pris leur café, qui sont en pleine forme, qui ont bien dormi, vont se dire c'est donc bien endormant, ce jour-là. Effectivement, on a eu des grosses journées. Oui, grosse journée. Est-ce qu'il y a un lien avec ces comic books là? On verra. Ouais, c'est ça. On va vous expliquer ça plus tard. Avant, on va quand même mentionner notre partenaire de littérature de toujours, donc Star Wars Littérature Québec. On vous rappelle de vous joindre au groupe si ce n'est déjà fait. On voit Jean en mortaise là, qui fait des pouces en l'air. Donc, effectivement, groupe de discussion et aussi, il peut y avoir des petites annonces, là, parfois des gens qui ont des œuvres. Je pense entre autres, des fois, c'est pour compléter vos collections, légendes, etc. Là. Oui. Donc, ça peut être très intéressant. Et je précise, c'est que vous soyez au Québec ou non. Donc, on accepte, on vous accepte de partout, mais c'est sûr que si vous publiez quelque chose sans préciser que c'est à vendre, mais que vous êtes, mettons, à Paris, ben, il faut peut-être le préciser, parce que la majorité du groupe est au Québec quand même. Donc, c'est sûr qu'ils ne feront pas l'aller-retour pour aller le chercher. Voilà, donc on salue tout le monde de la communauté de Star Wars en direct, de Star Wars Littérature Québec, de la part de Star Wars en direct. Sur ce, un petit WhatsApp rapide, quoi de neuf dernièrement, Jean? Vite fait. Alors, terminé pas mal d'œuvres littérature Star Wars, donc on va dire les comics. Donc il y a eu quoi? Il y a eu Yoda, il y a eu The Blade, qui sont en cours et qui sont très sympathiques. Là, Yoda me surprend. Je m'attendais pas à une série. Ouais. C'est pas un perso qui m'attire plus que ça, et j'avoue que la série de comics est intéressante. Vite fait, on a fini l'audiodrama Battle of Jedha, le dernier audiodrama qui est sorti récemment, et on prévoit une émission. Très bientôt, ce sera sûrement la prochaine littérature, d'ailleurs, en fin de mois de février, si j'ai bien compris. Et puis voilà. Et puis non, aussi, le one-shot était un petit peu de légende. New Rebellion, ça s'appelle. C'est un one-shot de Christine Catherine Rush. Alors, c'est une autrice qui a fait que ça dans l'univers Star Wars. Mais voilà, c'est juste une aventure lambda qui se passe avant, je crois, le Nouvel Ordre Jedi, si je dis pas de bêtises. Je crois que je l'avais lu avant que j'entame les 19 tomes du Nouvel Ordre Jedi. Et c'est une aventure lambda, mais sympathique, avec tous nos héros, Leia, Han Solo et Luke, quoi. C'est les héros classiques, on va dire, quoi. Dans la continuité de l'épisode 6, post-Throne, tout ça, quoi. Et non, mais ce qui est intéressant dans ce bouquin, c'est le seul truc que j'ai noté. Ah si, qu'il y a Mara Jade et Talon Card, qui sont des personnages que j'adore. Mais il y a aussi le fait que le hockey est bien un sport qui existe dans l'univers Star Wars, que j'ai noté. C'est un genre de water hockey, donc, qu'il y a dans ce bouquin. Et donc voilà, donc c'est cool pour justement pour vous les Québécois, même pour les Canadiens en général, dont c'est le sport national, on va dire. C'est bon de savoir que le hockey existe aussi. Voilà, ça existe chez Star Wars, sur l'eau, par exemple, ça joue un peu différemment, mais ils appellent ça le water hockey, ils appellent ça un puck aussi, donc voilà.
Excellent. That's it. Moi, ben, écoute, ça se ressemble en plus du rattrapage comics comme toi, le Yoda récemment. Il me semble que j'avais eu une autre belle surprise aussi, c'était lequel, en tout cas, peu importe. Sinon, j'ai pas terminé l'audiodrama justement Battle of Jeddah. On peut peut-être préciser aux auditeurs qu'effectivement, c'est ça, on prévoit pour la fin février parce que on a la sortie de la version script, de la version en fait papier, parce que pour rappel, l'audiodrama, c'est vraiment une pièce de théâtre là, radiophonique, en audio seulement, mais un certain temps après, à chaque fois qu'il y en a eu jusqu'à maintenant, il sortait la version script à l'écrit. Et dans le fond, on s'est dit cette fois-ci, comme le délai est assez court, on a demandé à Juliane de prendre la version écrite, alors que toi et moi, on va être sur l'audiodrama, donc ça va être intéressant, on va pouvoir justement comparer ce qui n'avait pas été le cas lors de Dooku Jedi Lost, Afra, c'était quoi l'autre? C'était Tempest Runner aussi qu'il y avait eu. C'est ça. Donc, mais je dois dire, je ne l'ai pas terminé, mais je dois dire que jusqu'à maintenant, je suis agréablement satisfait dans la mesure surtout où je viens de terminer, juste avant, j'avais terminé le petit roman jeunesse, là, Eden City, là, quelque chose comme ça. Et ben, c'est ça. C'est passé d'un à l'autre, c'est le jour et la nuit. Ouais, t'as pas trop accroché, non? C'est bien de retrouver du matériel intéressant. Ouais, le junior, t'as pas trop, non. Tu l'as fini, c'est vrai que la dernière émission, t'étais en cours, là, non. Même à la fin, c'était pas... Ça sera pas dans mes recommandations. Non. Et bien honnêtement, tu sais, des fois, on dit, si vous voulez avoir l'histoire complète, lisez tout, tu sais, ou pour des introductions de personnages. Là, bien franchement, là, celui-là, je vois vraiment pas ce qu'il va apporter à l'histoire de cette deuxième vague-là, là, deuxième phase-là de la Haute République. Ceci étant dit, voilà pour le WhatsApp récent. Donc, écoute, on va passer en hyperespace et on vous revient avec le sujet principal. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Voilà de retour et voilà, je voulais juste faire un câlin à Vador qui sera omniprésent encore une fois dans les deux BD en fait qu'on va critiquer aujourd'hui. Excellent, c'est nouveau? Tu viens de le recevoir? En fait, c'est ma fille qui achète ça, tu sais, une jeune femme, une jeune fille, ça n'a jamais assez de coussins sur son lit. C'est impossible de coucher quelqu'un tellement qu'il y a de coussins. Pour coucher le soir, il faut enlever tous les coussins. Donc, de cette taille-là, vous avez vu un peu la grosseur. Elle a Grogu, elle a celui-là de Vador, elle a un Boba Fett aussi, il y en a quand même plusieurs. Mais voilà, fait que ça fait une tente très Star Wars quand même pour une jeune femme de 16 ans, peu importe. On aime ça comme ça. Voilà, donc aujourd'hui, est-ce que je l'ai mentionné? Oui, je l'ai mentionné. En fait, j'ai dit qu'on abordait la conclusion. Donc, on va aborder deux albums, et c'est des albums volumineux de l'événement, le Crimson Reign. Donc, à savoir le tome 4 sur 4 et l'épilogue. Donc, peut-être rappeler rapidement le concept là, de l'événement, puis tout ça, ceux qui n'auraient pas suivi. C'est que il y a au-dessus d'un an maintenant, en fait, Marvel a lancé le premier événement d'une trilogie d'événements. On ne savait pas que ça allait être une trilogie au départ, mais The War of the Bounty Hunters, qui rassemblait les 4 séries principales là, qui se passent en même temps. Donc, la série Star Wars, la série Darth Vader, la série Dr. Aphra et la série Bounty Hunters. Et une fois que War of the Bounty Hunters s'est terminé, ben, c'est ça, on a appris en fait que ça allait être une trilogie d'événements, donc que ça continuait. Le deuxième était Crimson's Reign et le troisième, le final, qui est déjà débuté là, depuis récemment en anglais, c'est Hidden Empire, donc l'Empire caché. Donc voilà, au niveau, autrement dit en français, on vient de terminer, je crois que l'épilogue est sorti en janvier, je crois. Oui, c'est ça, début janvier. Ça. Début janvier. Donc on vient de terminer, on est aux 2/3, on va dire, de cette série d'événements-là. Et par contre, pour ce qui est de l'achat, on peut peut-être mentionner quand même aux gens que même si Panini fait le choix de sortir les volumes en événements, comme ça, en espèce d'anthologie de plein de numéros, vous allez voir tout à l'heure, je vais vous montrer le contenu, ça n'empêche pas qu'une fois l'événement terminé, Panini sort quand même, comme à l'habitude, les numéros en 100%.
Donc, tu sais, vraiment toute la série qui se suit des Star Wars, la série des Vader, etc. Donc, c'est vraiment un choix que vous avez à faire. Puis nos émissions sont aussi là pour vous, vous guider dans ces choix-là. Ouais. Justement, j'ai un petit mot sur ça. Après, aussi qu'en plus, numéro par numéro de ces albums-là, vous avez le choix entre cartonné ou souple. Donc, autrement dit, quelqu'un qui ne ferait pas attention, par exemple, quelqu'un qui achète pour quelqu'un d'autre, pourrait se retrouver à acheter 3 fois les mêmes comics. c'est oui, dommage, c'est un peu ça. J'espère que ça n'arrivera pas trop. Mais voilà, les comics se retrouvent en plusieurs versions. Donc, peut-être mentionner, on va y aller avec le contenu justement pour commencer. Je vais partager mon écran. Au niveau de l'album numéro 4, comme je vous disais, c'est des gros albums. On parle de 7 numéros pour un puis 8 pour l'autre. Donc, au niveau du Crimson's Reign numéro 4, donc celui-ci, c'est un 7 numéros si je ne me trompe pas. On a dans le fond, au niveau de la série Vader, on a les 21, numéro 21 et numéro 22. Ensuite, au niveau de Dr. Aphra, on a le 20 et le 21. Du côté de Bounty Hunters, on a le 23. Du côté de Star Wars, on a le 24 Star Wars. Et on a vraiment la finale de Crimson's Reign, parce que, comme je vous disais, ça rassemblait les 4 séries, mais il y avait aussi des one-shots et vraiment des numéros dédiés. Donc, un numéro Crimson's Reign, le numéro 5 sur 5. Donc, ça, c'était pour l'album vraiment numéro 4, le 4 sur 4. Et pour ce qui est de, comme je vous disais, il y a une espèce d'album épilogue qui vient fermer la boucle, on va dire, mais qui ne contient pas de numéros vraiment là, de la série comme telle Crimson's Reign. C'est vraiment tous les autres numéros. Parce que dans le fond, chaque je vais en remontrer un à l'écran, là. Chaque tome, issue, là, comme on dit en anglais, vient aussi avec l'espèce de bandeau Crimson's Reign. Donc, si je prends par exemple le Star Wars 25, lui, c'est un. C'est ça qu'il n'y a pas. Dans Darth Vader 23, il y a un bandeau Crimson's Reign. Qui fait que les numéros sont pendant cet événement-là, mais ça ne veut pas dire que ce qui s'y passe vraiment est à 100% lié. Des fois, c'est vraiment en toile de fond ou assez éloigné. Dans War of the Bounty Hunter, justement, c'était quand même très, très connecté. Alors que là, souvent, on a repris des histoires parallèles, là, mais il y a comme une petite ombre. Il y a une phrase dans le numéro ou quelques cases qui nous relient à Crimson's Reign. À l'événement, ouais. Donc, de ce côté-là, on avait, du côté de la série Vader, on avait le 23 et 24. On voit qu'on continue de suivre les aventures de Sabé et de Hoshi de Bestu. Du côté de la série Star Wars, je l'ai montré tout à l'heure, on avait un numéro 25 un peu spécial, on en reparlera tantôt, et un numéro 26. Ensuite, du côté de Bounty Hunters, on avait le 24 et 25. Et en fait, du côté de Aphra, on avait le 22 et 23. Toujours des très belles couvertures du côté de la série de Aphra. Donc voilà pour le contenu de ces deux albums-là. On ne fera pas nécessairement de critique, on va dire, numéro par numéro. On peut, à la limite, on peut donner des notes aussi à la fin, le numéro par numéro, mais même chose au niveau résumé. On ne tombera pas dans le résumé de chaque numéro parce que vous comprendrez qu'à 15 il y a beaucoup. Ça ferait beaucoup. Puis en plus, le numéro spécial de Star Wars que je parlais tout à l'heure, c'est 4 histoires différentes. C'est un numéro anniversaire. Donc, mais peut-être une note par tome, ouais. Tu veux, comme d'habitude, une note pour le tome 4, une note pour l'épilogue. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est comme ça qu'on global. Mais écoute, une note pour l'event, peut-être. Avant d'aller plus loin, si je te demandais de nous faire un résumé, là, mais comme je disais, là, sans vite fait. Ouais. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les séries, j'ai fait série par série, et puis j'ai résumé en 3-4 lignes ce qui s'y passe. Tu verras, il n'y a pas grand-chose en fonction des séries, quoi. Là, par exemple, sur Bounty Hunter, donc c'est les chasseurs de primes qu'on suivait depuis déjà 3 numéros, qui sont à la recherche de Koda Leia. Alors, non, j'ai mis Koda Leia, ça c'est un clin d'œil à notre collaboratrice, mais je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle a un nom qui ressemble à Koda Leia, qui est une héritière de clans criminels, bref. Et d'un côté, tu as Drengar, donc un des chasseurs de primes, qui est envoyé par le Crimson Dawn pour aller la tuer, je crois, cette héritière-là.
et qui va rencontrer toute la troupe de bounty hunters qui est censé descendre, en fait, mais il va pas le faire, en fait. Bref, ils vont tous se rendre, tous ces bounty hunters vont essayer de se rendre sur le Vermillon, qui est le vaisseau de Kira, hein, pour une grosse baston avant de se retrouver face aux Knight of Ren, qui sont sous la coupe de Kira. Et voilà, et après, ah oui, t'as Valence aussi dans ce tas-là, parce qu'à la base, ouais, Bounty Hunter, c'était une série sur Valence. Et là, depuis quelques numéros, il est retourné avec Dark Vador, et on l'a plus dans la série Bounty Hunter, ce qui rend la série, mais là je donne limite mon avis dans le résumé, mais d'un intérêt très limité, du coup, sans Valence. Donc c'est un peu dommage. Bref, et lui, à la fin de la série Bounty Hunters, Valence va revenir quand même, il va suivre ses bails dans l'Empire, hein, il redevient le lieutenant de l'Empire, si j'ai bien compris. Voilà, on peut peut-être mentionner tout de suite, dans le fond, on suit une nouvelle équipe de chasseurs de primes qu'on n'a jamais vu dans les films, tout ça, mais il y a toujours justement quelque chose pour nous rattacher à, que ce soit justement, Dengar, ou en fait, dans l'équipe comme telle, on a souvent, son nom m'échappe. Il y a Zucus, Tabos, donc le grand lézard, là. Donc, c'est ça. Mais effectivement, comme tu dis, c'était Valence, beaucoup centré sur Valence au début de la série. Et le personnage s'est déplacé vers la série Vador. Donc, mais on le voit dans la couverture de celui-là, là, quand même des petites apparitions. Ouais. Mais il revient un petit peu sur la fin, là, sur les derniers numéros. Et voilà. Donc, il y avait ça sur les Bounty Hunters. Pour le numéro, tu parlais numéro spécial, donc Crimson Reign, de la série Crimson Reign. Donc, en fait, on a un empereur qui est deg de se faire assaillir de toutes parts. Hein. On rappelle que Crimson Reign est passé à la vitesse supérieure, et donc là l'empereur est un peu assailli. Il convoque un mystérieux amiral qui dévoile que le responsable c'est Crimson Dawn. Donc Kira, elle, de son côté, va envoyer l'archiviste et les Knight of Ren dans une grotte un peu bizarre où la clé volée dans le château de Dark Vador, qu'on avait vu dans les tomes précédents, réveille des créatures vraiment bizarres. Espèce de gros monstre. Et Kira, donc sachant que l'empereur est au courant de ses agissements, elle va déployer ses espions, en fait. Et les espions, on rappelle, elle avait des espions déployés un petit peu dans tous les camps de la galaxie, quoi. Que ce soit chez les rebelles, chez l'Empire. Crimson Dawn, c'est le KGB. C'est ça, il y en a partout. Vraiment, là, ils sont partout. C'est ça. Donc ça, c'est un peu ce qui se passe dans Crimson Reign, donc la conclusion. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Donc sans compter le numéro anniversaire de Star Wars, ce qui se passe dans la série Star Wars, on suit toujours le Caisse Dameron, le papa de Poe Dameron, et son escadron qui a sauvé Charabé du destroyer de la commandante Zara. Donc là tu as Zara, la commandeur Zara, qui va contre-attaquer, du coup. Donc elle est planquée sur une planète et elle va communiquer avec Leia pour la provoquer et l'inviter à la rejoindre pour un duel épique. Voilà. Et donc au final, Zara va évidemment perdre ce duel. On rappelle, ce crossover se passe entre épisodes 5 et 6. Donc évidemment, on sait que on sait que Leia va survivre. Que Leia va survivre, donc voilà. Il y a un duel relativement sympa quand même contre Zara à la fin. Elle va perdre ce duel et elle va même mourir. On en spoiler, ouais. Zara va mourir complètement dévorée par un monstre, si j'ai bien compris. On ne la voit pas être dévorée. Oui, c'est vrai. On le suppose. C'est vrai. C'est en off, c'est vrai que oui. Tu as l'impression qu'elle va se faire dévorer, mais on le voit pas. Effectivement. Et sur la fin de la série Star Wars, un nouvel arc qui commence. Donc c'est les rebelles qui attaquent une parade de l'Empire et Luke, de son côté, qui continue d'étudier les écrits Jedi pour s'auto-former en quelque sorte. Donc voilà ça. Et qu'est-ce qu'il y avait aussi en parallèle? On voit une famille d'impériaux qui s'avère être des infiltrés de Crimson Dawn travailler sur une base impériale mystérieuse dans l'espace qui ressemble à une lune. Enfin bref, la deuxième étoile noire. On se rend compte, ça sera la deuxième étoile noire. Ouais, on en parlera tout à l'heure, mais très intéressant cette partie-là. Ouais. Là, et puis en fait, il restait quoi? Ah oui, Dark Vador. Donc du côté de Dark Vador, on a vu sur les couvertures. Donc on a Sabé qui va faire face à Moore et Ochi. Tous les trois vont se rendre compte qu'ils font tous partie de Crimson Dawn, hein, si je me rappelle bien. Ochi va retourner chez Dark Vador et son groupe de mercenaires vont attaquer une facilité du Crimson Dawn. Ensuite, il va suivre une piste qui va amener Ochi à trahir Vador et à révéler qu'il est en fait membre du Crimson Dawn. Mais Vador, qui a toujours une longueur d'avance, il savait évidemment. Ochi va suivre encore une fois Vador, va se rendre sur Naboo et rencontrer Sabé. Donc Sabé, à cette époque-là, elle est la leader d'un groupe de rebelles appelé les Amis d'Alliance. C'était vachement intéressant aussi. Donc un hommage à Padmé Amidala.
Et Vador va utiliser Sabé et son statut dans le Crimson Dawn pour s'approcher encore un peu plus de son but de détruire, parce que le but de Vador reste de détruire l'organisation de l'intérieur, en fait, de Crimson Dawn. Ensuite, on a Sabé qui révèle à Vador... Pour expliquer aux gens de t'excuser, parce que tu vis dans un monde anglophone à l'autre bout du Canada. Ah, mais une facilité, c'est une très mauvaise traduction de facility. Ah, pardon, ouais. Oui. C'est un anglicisme. Ouais, c'est un anglicisme, ça sort de temps en temps, ouais, désolé. Ouais, non, ben c'est quand t'as dit ça, une facilité. Une facilité? Ouais, ok. Ouais, désolé. Ouais, non, c'est vrai que parfois ça sort comme ça. Et ben c'est ça, il nous reste. C'est pas une facilité, c'est comment t'appelles ça? Du coup, je cherche la traduction en français, mais c'est quoi? Ouais, une base, quoi. Ouais, une base, une station. Une base. C'est ça. Ça fait penser au niveau du GoldenEye, la facilité. Oui, on est de la même génération. Hein. C'est ça. Et ouais, quand on était gamin, en plus, on voyait ça, on s'est dit, ah, mais c'est bizarre. C'est peut-être le premier niveau, du coup, les faciles, il s'appelle Facility, mais on n'avait pas trop la traduction. Bref. Ça peut être une usine, ça peut être, c'est ça, tout dépend là, de voilà. ce qu'il y a. C'est ça. Et surprenant, sur la fin de cette série Dark Vador, on apprend que Sabé est au courant que c'est Anakin, en fait, Skywalker. Et bizarrement, Dark Vador ne la bute pas de suite, mais elles vont plutôt s'allier pour une mission consistant à aider une colonie d'anciens esclaves de Tatooine exploitée par une cellule de Crimson Dawn. Ça, c'est un pan de l'histoire qu'on avait appris dans la trilogie Queens. Je ne sais pas si tu te rappelles, Francis. Oui, ben c'est ça, des gros rappels de la série, du roman, là, en fait, du premier, des trois. Queen, Shadow, l'ombre de la reine. C'est ça. Ah, mais même s'il y avait quelques mentions. Des anciens esclaves libérés, mais carrément les deux anciens amis d'Anakin, avec qui il construisait son podresseur et tout ça, là, donc entre un alien et un humain, là, mais bref, je me souviens plus des noms. Oui, et les deux petits qui sont avec lui, sur Tatooine. Donc c'est ça, Vador se retrouve face à face à eux, là, donc c'est des anciens amis d'enfance. Hein. C'était intéressant, ça. Voilà, ils vont les aider, tout ça. Donc ça c'était pour Dark Vador, et ensuite pour Afra. Donc on retrouve nos héros sous l'ancienne université d'Afra. De toute façon, on avait laissé tout le groupe là, sous l'ancienne université d'Afra. Donc on a l'antagoniste principal de la série qui est Confon Farus, qui est une ancienne collègue, enfin classmate de Afra quand elle était à la fac. Donc qui performe un rituel Sith. On a Afra et Sana qui va les interrompre évidemment. Et après une petite scène d'action, ma foi, fort bien sympathique, je dois dire, Afra se fait transpercer par l'énergie Sith qui est révélée par l'artefact. Et là, cliffhanger de fou, on pense tous. J'aurais pas dit Sith, par contre. Je suis pas sûr que c'est Sith en tant que tel. C'est comment ils appellent les Ascendant. Oui, alors, comment on peut en discuter si tu veux. Après, on a des flashbacks en fait du passé et justement les Sith attaquent cette secte-là des Ascendants. Donc, c'est du côté obscur, en tout cas. Parce que la force du côté obscur, un peu qui est manipulée, mais... Pour moi, dans ma tête, c'était un artefact Sith, le Spark Eternal, donc c'est l'espèce d'artefact en forme de corne qu'on voit sur la couverture. Et oui, dans ma tête, c'était un artefact Sith, mais effectivement, c'est peut-être un artefact du côté obscur, peut-être pas Sith per se. Non, en fait, si je me souviens bien, en fait, c'est une secte qui développait des technologies pour imiter la force. Donc, mais qui n'était pas exactement la force, en tout cas. Donc, plein de gadgets, là, dont on les voit, là, les espèces de gadgets qu'elle a après les doigts et les mains, là, c'est des aimants, justement, pour attirer les choses comme la force, toutes sortes de gadgets de ce genre-là. Ah oui. Non, ça, c'était vachement intéressant, ça, d'ailleurs. Et donc, à la fin de l'issue, tu penses que Afra va y passer. Effectivement, non. L'artefact, donc le Spark Eternal, là, utilisé par les Ascendants, comme tu disais, va la ressusciter, mais la ressusciter en mode possédé. Donc, ça va être une Dark Afra là, qu'on va suivre pendant quelques numéros. Donc là, on voit qu'intérieurement, donc la vraie Afra est prisonnière de son propre corps, qu'elle ne peut plus contrôler. On peut voir un petit peu pour la couverture, justement. Ouais, donc ça c'était vachement intéressant de voir une autre pan d'Afra, une Afra possédée. Et de leur côté, donc ses amis Sana et Ko, donc Ko Fonfarus, donc qui est son ancienne collègue et l'antagoniste principal, elles vont réussir à s'échapper, mais à être ensuite capturées par les Bush. On voit le clan des Bush qu'on avait laissé dans le one shot justement sur Bush lors du War of the Bounty Hunter. Très sympathique one shot.
Ouais, c'était un super one-shot, ça, on l'avait bien noté, c'est vrai. Et donc les Bush qui travaillent comme Afra pour Domina Tag, on se rappelle que c'est pour tout ce que fait Afra dans ces comics-là, c'est sous la coupelle de Domina Tag qu'il a embauché pour récupérer ces artefacts. Donc celle-ci charge à Sana de retrouver, donc celle-ci c'est Domina Tag, charge à Sana de retrouver Afra et l'artefact qu'il la possède, parce qu'entre-temps Afra s'est fait la belle. Sana va monter une team avec des êtres qui sont plutôt chers à Afra pour la délivrer de son sort, dont sa famille, donc son père, donc je crois qu'il y a son père et quelques-unes de ses ex. Et parmi ses ex, il y a... père, ex et ancienne collègue, là, comme on voit sur la couverture. Voilà. Et une de ses ex moi ça m'a fait très très plaisir de la revoir enfin dans ce reboot, dans ce relaunch 2020 de Afra. C'est Magna Tolvan, tu t'en rappelles sûrement de Magna, une super personne. Qui est devenue rebelle. Voilà, qui flirtait un petit peu avec Afra. C'était un petit peu l'antagoniste principal de la première série Afra de 2016, qui s'était achevée en 2020 et qui a repris en 2020 et qu'on n'avait plus revu. Il y avait une très jolie conclusion à la fin de ce volume 1 d'Afra avec Magna Tolvan. Là, on la revoit pour la première fois depuis 2020, depuis 2-3 ans maintenant. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et donc voilà, et le dernier numéro OST, donc tout ce petit groupe qui vont aller aider Afra et son double maléfique. Son double qui a pour but, par contre, d'aborder le Vermillon, donc le vaisseau de Kira, donc petit lien quand même au Crimson Dawn, et qui contient une belle collection d'artefacts Sith, en fait. En fait, d'artefacts, maintenant je ne sais plus trop, pour moi c'est des artefacts Sith que possède Afra. Ouais, sur le Vermillon, entre autres. Il y en a pour tous les goûts. Voilà, il y a ça, et aussi la Afra possédée aimerait également récupérer les droïdes. Ça, c'est aussi un grand retour des droïdes d'Afra, BT-1 et 000, donc qui reviendraient. Ça se termine là-dessus, dans le fond, c'est vraiment là, voilà. Ça se termine qu'on a le retour de 000 et BT-1. Et ouais. Donc, qu'on n'avait plus vu. Psychopathes, là. Je sais qu'il y a des gens, en fait, qui nous écoutent, qui prennent par exemple juste les Star Wars, juste les Vader, ils n'ont aucune idée de qui on parle depuis tout à l'heure. Oui, mais c'est pour ça que faire des résumés par série, c'est quand même plus sympa. Oui, exact. Mais je vous invite quand même à porter une petite attention au personnage de Sana Staros, qui est de plus en plus développé, qu'on a même sa famille qui est développée à une autre époque, à l'époque de la Haute République. Elle est apparue comme ex-femme de Han Solo au départ, là, dans la première série Star Wars de 2015. Ouais. Ça avait fait jaser à l'époque. Beaucoup présente dans la série Afra. Et c'est ça de retour cette fois-ci. Et tellement développé qu'elle va avoir droit à sa propre mini-série qui commence en mars, si je me trompe pas. Même février, même février, je crois. Une série. On ne sait pas, je crois qu'on ne sait pas encore le nombre de numéros, parce que ça va être une mini-série, ça ne sera pas une régulière, mais ça va être intéressant. Ça va être intéressant de voir ce qu'ils ont à montrer avec elle, parce que c'est un personnage, je trouve, qui met toujours du piquant, qui est quand même toujours intéressant. Donc, on verra. Donc, voilà. Pour le résumé. Je pense que tu avais fait le tour. Il y avait pas de... on peut... Est-ce qu'on mentionne le numéro 25 de Star Wars? C'est un numéro anniversaire parce que c'est le 100e de Charles Soule. C'est ça. Et c'est aussi le 100e... Oui, c'est ça. C'est un double anniversaire, en fait. C'est ça. Oui, c'est le numéro 100. Si tu comptes la relance chez Marvel en 2015, qui comptait 75 numéros, là, tu en as 25, donc ça te fait le 100e de Star Wars et le 100e. Alors, lui, il englobe tout en tant que script. Pour lui, c'est son 100e script, c'est pas exactement le 100e, mais pour lui, c'est son 100e script qui célèbre. Et donc, un double anniversaire, là, pour le numéro 25. Et pour ceux qui sont fans de Charles Soule comme moi, Charles Soule, on rappelle, c'est c'est le leader au niveau des auteurs de la Haute République en ce moment, là, donc celui qui a écrit la base dans La Lumière des Jedi. Mais c'est ça, en comics, c'est très fort. Et c'est ça, ce numéro anniversaire-là vient un peu faire un petit ajout, limite conclusion, à ces 4 séries de comics qu'il a fait. En fait, je dis à ces 4, il en a fait plus que 4, parce qu'il avait écrit Lando aussi. Oui, il n'y a pas de retour sur Lando dans ce numéro-là. Mais comme on peut le voir à l'écran, on a Obi-Wan et Anakin, qui était une mini-série là, autour de 2015-2016, dans les débuts du canon. Un bout sur Kylo Ren, donc dans le fond, c'est lui qui avait écrit L'Ascension de Kylo Ren, très bonne mini-série. C'est lui qui avait écrit la très bonne série de Poe Dameron, qui était, elle, c'était pas une mini, c'était une régulière là, qui avait
je me souviens plus le nombre, là, mais c'était quand même, on avait 6 tomes cartonnés chez Panini. Pas mal, ouais. Et plus récemment, actuellement, en fait, c'est lui qui écrit la série Vader. Donc, dans les régulières là, ongoing. Enfin, il a surtout fait la série, la fin de la série Vader, le volume 1, du coup, qui était renommé en tome Dark Lord of the Sith, et qui est le meilleur run de Vader depuis le Seigneur Noir des Sith. Effectivement, c'est vrai que l'histoire dans celui-là fait plus référence à cette série-là du Seigneur Noir des Sith. Donc, c'est ça, c'est intéressant. C'est un peu un retour. Par exemple, dans le cas de celle de Poe Dameron, on est carrément... ça va être le récit canon le plus loin dans le temps, le plus avancé, dans le sens qu'on est après l'épisode 9. Donc, on est vraiment là, on peut le spoiler, ça va être les funérailles de Snap Wexley, donc on va mourir dans l'épisode 9, l'ascension de Skywalker. Donc, vous voyez un peu le genre, c'est quand même des courtes histoires, évidemment, là, mais... là, c'est très court. Hein. Ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est un numéro, donc normalement, c'est une 25 pages, qui est séparé en 4, donc c'est vraiment très 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 court, c'est des shorts quoi, sur chaque série. Donc il ne faut pas s'attendre à une histoire développée. Les dessinateurs de chaque série, j'ai noté ça. Mais pas tous, pas pour Obi-Wan et Anakin. Si tu permets, j'ai 2-3 mots sur les dessinateurs parce que moi ça me fait super plaisir, je ne savais pas du tout que... Donc par exemple sur, tu as Rosanas qui était aussi avec Soul sur la série Star Wars, qu'on retrouve sur Obi-Wan et Anakin. Ouais, c'était super cool. Surtout que, en fait, les 4 dessinateurs, moi, je les trouve tous vraiment excellents, quoi. Tu avais Giuseppe Camunchelli, qui est un très, très, très grand dessinateur, notamment pour ceux qui disent du Spider-Man, qui avait déjà fait avec Soul, justement, la série dont on parlait, Le Seigneur Noir des Sith. Donc, c'est le même dessinateur qui revient. Donc, ça fait super plaisir. Je pense que certaines personnes n'avaient pas aimé le style, mais moi, j'avais trouvé ça magnifique. Ah ouais? Ah ouais, non, c'est super. Moi, je trouvais que ça collait bien, quoi. Ensuite, tu as du Phil Noto, donc le grand Phil Noto, qui est très très connu surtout pour ses couvertures. Dans Star Wars, il a surtout fait les couvertures. Là, il est sur le pot d'Amron. Là, tu parlais des funérailles de Snap Wexley. Très, très touchant. Moi, j'ai trouvé ce touchant. Tu vois, il se passe pas grand-chose, mais j'ai trouvé très touchant. J'ai pas versé ma larme quand même, mais en plus, tu as la mention de Mr. Bones. Je sais que le droïde de Snap, là, Mr. Bones, qu'on a dans la trilogie Aftermath, je me rappelle qu'à l'époque, c'était Danny qui adorait ce personnage de droïde de Mr. Bones, là, et là, qui était mentionné un peu dans la série pour Dameron. C'est ça. J'ai super droïde différent, mais même c'était sa matrice, là, il l'avait uploadé dans un droïde commando, si je me souviens bien. C'est ça. Ensuite, on a sur Kylo Ren, on a Will Sliney. Alors là, c'est pas le même dessinateur que pour Rise of the Kylo Ren. C'est un autre dessinateur, mais il avait déjà fait du Clone Wars dans le Legends. Ah, il avait fait l'adaptation comics de Solo aussi. Et le one-shot sur Beckett. Voilà. Donc, c'était des bonnes séries. Enfin, l'adaptation comics de Solo, ça allait, comparé à l'épisode 7 et l'épisode 9, par exemple. Ah ouais, mais le one-shot de Beckett était plutôt sympa. Ah oui, il a fait aussi ta série préférée dans le canon, je crois que ça s'appelle le Alcyon Legacy. Alcyon Legacy. Ouais. Effectivement, il fait équipe avec, je sais plus qui, c'est la même que Galaxy's Edge, là, donc Alcyon Legacy, on va en parler, ça aussi, ça va être nos prochains épisodes. Lui aussi, il sort en février, si je me souviens bien, l'album. Oui, c'est ça. Chez Panini. Mais c'est ça. C'est pas dans mes préférés. Mais niveau dessinateur, moi je trouve les dessins sont très beaux pour les 4. C'est 4 styles différents, mais 4, j'aime bien les clins d'œil aux anciens. Les vaisseaux, on les reconnaît, les visages, etc. Non. C'est ça. Après, je sais pas, est-ce que dans la version tome, on aura ça, mais pour l'édition VO, en tout cas dans l'issue 25, il y avait aussi un petit édito de Charles Soule en intro que j'ai trouvé très très sympathique et qui racontait un petit peu son introduction, son arrivée dans la galaxie Star Wars en comics. Il parle pas trop de la partie roman, il se focus sur les comics là. Et l'édito était super cool, super sympa. Donc, je ne peux pas répondre à la question parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, il fallait faire un choix sur quel format on achetait et de mon côté, j'ai fait le choix de rester sur les 100%. Donc, je ne me suis pas procuré cet album-là d'anthologie, on va dire. Donc, ceux qui l'auraient là, dans les commentaires, vous nous le direz. Mais en fait, connaissant les habitudes de Panini, à mon avis, ça doit être présent. Je serais surpris qu'il ne l'ait pas mis, là, mais bon. Ah, ce serait sympa, ouais, c'est vraiment... Et si j'avais deux, trois critiques à faire sur la partie Kylo Ren, moi, ça m'a fait très très plaisir de retrouver Kylo en comics. Ça fait trop longtemps qu'on le revoit plus
dans les comics. Là, l'histoire peut paraître anecdotique. Je sais pas si tu as trouvé l'histoire de ce numéro anecdotique. Ouais, on voit que, comment dire, il se faisait troller un peu par Luke. Il se savait observé par Luke. C'est ça, je trouve ça excellent. Il a repris le See You Around Kid de Luke dans l'épisode 8, et il a pris à la lettre, quoi, et vraiment, il devient un peu parano, il recherche Luke, qu'il sent, en fait, il a l'impression de le sentir autour de lui, quoi. Il le hante, en quelque sorte, comme Luke l'avait prédit dans l'épisode 8, en fait, quoi. Donc ça, j'ai trouvé cool. En plus, tu revois, j'aime bien, parce qu'il voyage sur pas mal de planètes, tu revois Crate, donc voilà, Crate, quoi, épique. Tu revois le temple d'Elphrona, où Soul avait justement écrit la mini-série Rise of the Kylo Ren. Donc tu reviens dans ce lieu-là, où en fait, si je me rappelle bien, parce que ça fait un moment que je les ai lus, ces numéros. Kylo Ren recherche la présence de Luke là, sur ces planètes, je crois. Crate, c'est ça, exactement. t'as Elphrona, et t'as la planète Ossus, où l'académie de Luke était construite, que tu vois dans la série de Boba Fett, du coup, si je dis pas de bêtises. Non. Ok, oui, oui, au grand écran, ou en tout cas au petit écran. Voilà. Qu'il a construit dans le. On découvrait aussi dans la série l'ascension de Kylo Ren, et qu'on a redécouvert à l'écran cette fois-ci dans la série de télé de Boba Fett. C'est ça. Et que tu vois, donc, c'est pas le passage où, la vision de Rey dans l'épisode 7, c'est sur Ossus aussi, si je dis pas de bêtises. Ouais, le moment, dans le fond, la vision d'horreur un peu, en fait, là, quand que Luke attaque ou s'en va pour attaquer Kylo Ren, là, ouais. Ouais, donc voilà, bon, c'était un petit clin d'œil, et puis un petit road trip avec les différentes planètes. C'est vraiment un numéro anniversaire, et là, ça célèbre la série de bien belle manière, je dois dire. Ouais. Exact. Obi-Wan Anakin, c'était... Ah, pardon, excuse-moi. Ouais, Obi-Wan Anakin, c'était vraiment anecdotique. C'est juste un combat et une conversation, mais pareil, je sais pas, la conversation était assez prenante sur le... En plus, c'est intéressant parce que le Obi-Wan Anakin et le Vader se répondent un petit peu. Exact. Parce qu'ils parlent de l'arme. On a un duel de pratique, là, évidemment. On a un duel, justement, Anakin et Obi-Wan en maître, et dans le numéro, ou en tout cas l'histoire tout de suite après, c'est Vader avec l'Empereur. Donc, on a vraiment le parallèle. Non, effectivement, mais oui, tu as raison, c'est peut-être le plus anecdotique de tous. Là. Ouais, c'est vrai le parallèle entre les deux époques qui est intéressante. Quoi. Mais un très bon numéro anniversaire, hein. Franchement, ce Star Wars 25, ça remonte la note presque du tome épilogue sur Crimson Reign, parce que là, tu n'as aucun rapport. C'est pareil, voilà. Mais bon, est-ce qu'on y va droit dans le tas ou quoi? Niveau édition, là, on peut en parler. Est-ce qu'on y va album par album ou... Bon. En fait, je dirais sur le concept, on peut tout de suite attaquer le concept. Moi, honnêtement, pour War of the Bounty Hunters, l'effet événement est intéressant. Après 2 ans, moi, j'appelle plus ça un événement. Je suis désolé. Voilà, c'est un peu long. C'est vrai que ça devient un événement. Même la pandémie a duré moins longtemps. Non, mais... non, c'est... je suis ça d'accord. devient quelque chose de normalisé. Et voilà, moi, en termes, en tout cas, de quel format acheter, moi, je me félicite d'être resté sur les 100% parce que vraiment, je peux vous dire, j'ai fait la comparaison. À cause des émissions, je les lis. Parce que dans le fond, les volumes d'événements, les volumes d'anthologie suivent la sortie chronologique quand même. Donc, effectivement, ça correspond à un lecteur anglophone ou, par exemple, moi, quand je les lis en version originale, semaine par semaine, effectivement, c'est mélangé. Mais je peux vous confirmer qu'une fois que j'achète le 100%, donc toute la série Afra ou toute la série Bounty Hunters, c'est beaucoup plus intéressant. Moi, je vous dis vraiment, ça se suit beaucoup, beaucoup mieux. Oui. Donc, là, évidemment, ceux qui ont fait le choix il y a déjà plus qu'un an, là, je vous dirais, changez pas non plus tout. C'est ça. C'est marrant, c'est exactement ce que j'avais noté. Si tu as acheté les 3 premiers, finissez la collecte, quoi. Vous avez le 4 et l'épilogue. Mais si vous n'avez pas commencé, moi, comme toi, je conseille largement les 100%, je crois qu'on le dit depuis le début, depuis qu'on a commencé les critiques de Crimson Reign. Les 100%. Que je crois que certains des volumes anthologiques, on va appeler ça comme ça, ne sont plus disponibles, ou en tout cas, je sais qu'il y a eu des tirages limités, tout ça. Donc, en plus, si vous n'avez pas commencé, vérifiez la disponibilité des numéros antérieurs, parce que ça se peut que vous ayez un petit problème à en trouver. Moi, tu vois, j'ai pas lu tous les 100% en séparé, parce qu'en VO, ils sont également sortis en série séparée. Tu as tout le crossover dans Star Wars 2, la série Star Wars, etc. Mais tu vois, le 100% Crimson Reign, donc la mini-série dans 5 numéros, qui avait un numéro par tome, par collection, là.
Là, j'ai relu tout 100% d'un coup, et je trouve le truc vachement plus digeste qu'un numéro par-ci, un numéro par-là. J'ai vachement plus accroché à ce qui arrive à Kira, à toutes ces équipes et tout, alors que quand tu les lisais en collection comme ça, c'était pas une série qui m'attirait plus que ça, quoi. Ouais. Donc c'était pas ouf. Effectivement, ça fait que sur le concept de matériel, on va dire, là, vous avez notre avis sur l'aspect justement événement du côté de chez Marvel. War of the Bounty Hunters apportait une petite nouveauté. Justement, c'était digne de s'appeler un événement parce que ça cassait la normalité. Les histoires, les intrigues des 4 séries venaient se mettre sur pause pour Oui, il y avait vachement de bien. en raison d'un événement, on va dire, à hauteur, peut-être pas galactique, là, mais au niveau des chasseurs de primes. Là, par contre, ça a vite dérivé sur Kira et Crimson's Dawn. Et je sais que ça vire d'une façon que les gens ne trouvent, beaucoup de gens en fait trouvent ridicule l'ampleur de tout ce qui arrive. On parle quand même de Kira qui affronte Vador, qui affronte, façon de parler, l'Empereur aussi. En tout cas, c'est gros. C'est gros. C'est ça. Sinon, j'avais aussi un petit interconnecté, dans le sens que au niveau de War of the Bounty Hunters, là, c'est vrai que c'était très, très interconnecté parce que justement, il y avait une bonne raison pour mettre les histoires sur pause, les personnages se regroupaient, c'était la chasse pour mettre la main, là, la course pour mettre la main à Han Solo, là, qui était dans la carbonite. Là, honnêtement, rendu à cette étape-là de l'histoire, le lien entre les 4 histoires est pratiquement inexistant. Là. Vraiment, on suit 4 histoires, même 5 si on inclut Crimson's Dawn. 4-5 histoires complètement séparées. C'est encore plus vrai dans le numéro d'épilogue. Voilà, je voulais en parler de ça aussi. Le numéro épilogue, moi j'ai trouvé ça vraiment bizarre. Si t'as out à Hidden Empire là, à la suite, mais disons que moi, mon enthousiasme est complètement retombé par rapport à War of the Bounty Hunter. Et on a pour tout one-shot dans le cas de Crimson. Mais voilà, ça aussi, voilà. Non seulement tu n'as pas de numéro de la mini-série Crimson Reign dans l'épilogue, parce qu'elle est terminée dans le 4, parce que dans le tome 3, si je me rappelle bien, ils avaient mis 2 numéros. Donc, franchement, il faudrait discuter avec, je sais pas, Aurélien Vives de Panini ou les éditeurs de Panini, parce que déjà, pourquoi avoir pas mis un numéro de Crimson Reign par numéro, quoi. C'est la moindre des choses. L'événement s'appelle Crimson Reign, même si c'est un numéro épilogue. Là, tu n'as pas de numéro Crimson Reign, ok. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas le plus grave. Dans ce numéro épilogue, moi, ce que j'ai trouvé quand même bizarre, c'est que tu as 2 numéros de chaque série ongoing. Donc, et en toute seule, il y en a 4 sur 8 numéros, je trouve, qui sont reliés à l'event Crimson Reign. Tu as les 2 Dark Vador, en gros, et les 2 Bounty Hunter, où on te mentionne quand même, disons qu'Akira et le Crimson Dawn a des bails dans l'histoire. Mais alors déjà, les Afra avant, et les Star Wars aussi, d'ailleurs, je trouvais qu'il y avait trop peu, voire quasiment aucun lien avec l'organisation. Mais là, donc là, ça te fait la moitié du numéro de l'épilogue, n'a rien à voir avec l'event, en fait. Alors si tu as des mentions vite fait, histoire de dire, quoi. Mais donc pour moi, Afra et Star Wars, alors sans compter le numéro 25 qui est complètement à part, mais le reste des aventures d'Afra, le reste des aventures de la rébellion, ça n'a pas de lien avec... il y a juste à la toute fin, en fait, que la série Star Wars, ça revient. On l'a mentionné vite tantôt, on peut peut-être l'aborder. Là, c'est que Kira, à mesure que l'Empereur, que tout est dévoilé, puis vraiment, ça devient un duel, un conflit ouvert entre Crimson's Dawn et l'Empire. Crimson, c'est ça, Dawn. Dans le fond, Kira lance comme ordre là, à tous ses contacts de semer le chaos dans la galaxie, à la fois du côté de l'Empire, du côté des rebelles, etc. Et du côté de l'Empire, on suit 2 personnages qu'on ne connaissait pas, qu'on découvre, une technicienne d'entrepôt et qui est la femme d'un officier impérial, qui ont des enfants, tout ça. Et on se rend compte, en fait, ils vont c'est des agents de Crimson's Dawn, et ils vont s'enfuir, et on se rend compte qu'ils s'enfuient de où? Ils s'enfuient de l'Étoile Noire. Donc, dans le fond, c'est ça, c'est eux, c'est les fameux contacts qui vont donner aux rebelles les plans de l'Étoile Noire. Donc, de la seconde, là, dans la traduction française, on disait l'Étoile de la Mort, pas dans le Retour du Jedi, mais bref, vous voyez où on est entre l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant, ce petit côté-là.
Ouais, complètement. Mais Ouais, c'était vachement intéressant. par contre, ça n'enlève rien au récit comment dire, spécifique, mais au niveau du plus large, de la grande histoire de toute cette histoire-là, là, des 3 événements, là, War of the Bounty Hunters, Crimson's Reign, puis Hidden Empire, ben, tu te dis, mais pourquoi Kira s'est pas tout simplement allié aux rebelles? Bah oui, complètement. Dans le sens que son objectif, Mm-hmm. c'est de détruire les Sith, donc Vador et l'Empereur. C'est ça. Puis elle va beaucoup aider les rebelles tout au long des numéros. Donc pourquoi tout simplement ne pas s'allier formellement avec les rebelles? Non, c'est vrai que oui. Il y a un petit côté, puis tu sais, semblant d'organisation criminelle, mais tu vois jamais Crimson's Dawn, je sais pas, là, fourguer de l'épice, tu sais, ou je sais pas, là, c'est pas comme les Hutt, où tu sais, c'est considéré comme un syndicat criminel, mais oui, pas de crime. L'argent vient d'où? C'est quoi leur activité criminelle? Tu sais, je sais pas. C'est des fraudes fiscales. On comprend pas c'est quoi cette organisation-là. En tout cas, en termes criminels, en termes. Mais bon, c'est. À la limite, à l'époque de Solo, tu vois quand même là, un peu le genre d'organisation. Mais c'est ça, rendu à cette époque-là, tu as l'impression que voilà, c'est terminé là. C'est vraiment devenu comme une armée privée. Voilà. Ouais. Mais c'est ça, quelques petits coups de cœur ici et là, quelques numéros très intéressants. C'est pour ça que, moi en tout cas, c'est pour ça que je vous recommande fortement la lecture, vraiment, là, série par série. Toutes les Vador, toutes les Aphra, toutes les Star Wars. C'est beaucoup plus digeste. Beaucoup plus aussi compréhensible. À la limite, peut-être en faire justement là, les albums 100%, ou 5-6 numéros, puis après ça, 5-6 numéros de Bounty Hunters, puis c'est par arc. Là, c'est vachement plus digeste, hein, vraiment. Je vous répète, c'est vraiment plus digeste par série hein, que ce crossover. Quel numéro tombe plus, toi, un petit peu dans ces 2 tomes, du coup? Est-ce que tu as des petits cœurs ou... Comme je disais, le 26, le dernier de Star Wars, où est-ce qu'il y a justement cette histoire-là avec la famille. Ouais. C'est sûr que toute l'histoire de Leia versus méchante Leia, là, la commandante Zari. Ah oui, la fin de Zara, ouais, c'était pas mal ça aussi. C'est la série Star Wars, encore une fois. Ouais, c'était bien, mais c'était bien que ça se finisse. Ouais, non, mais je trouve que ça finit quoi. Non, oui, j'ai bien aimé. La conclusion est bonne. On a Leia avec un casque, je sais pas si j'ai le mien, là, mais un casque rebelle, là, comme on voit dans Rogue One. Le fameux casque, on le voit sur l'affiche derrière moi, si je peux me tasser du bon côté. Mais voilà, les casques style Vietnam, là, qui ont dans Rogue One. Le face-à-face, Zara est bien pourrie. C'est une très très bonne méchante. Hein. Donc tu disais que sa mort était off. J'espère qu'elle aurait survécu pour la revoir plus tard. C'est un excellent personnage qu'on a suivi pendant un moment là. Et le final de fou. Il était temps que ça finisse, personnellement. Ouais, parce qu'elle est bien dégueu là. Enfin, elle est bien pourrie. Elle tue de sang-froid les rebelles, elle les attire dans une espèce de grotte là, et puis elle confronte Leia en face à face. Et non, c'était vraiment super. C'est vraiment ce numéro de Star Wars, enfin les numéros de Star Wars en général. Ouais, exact. C'est vraiment très cool. Très cool. Aphra, en fait, c'est pas inintéressant du côté de la série d'Aphra. C'est pas inintéressant, mais ça s'étire un petit peu et c'est ça le lien avec le reste est très léger, très léger. Donc, côté de Bounty Hunters, moi, la fine équipe, là, je la trouve inintéressante au possible. Ah ouais, non, c'est... Ouais. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est Bossk, c'est Valance, c'est Dengar, etc. Ouais, et même Dengar... Le numéro de Dengar, qui est toujours sous-estimé, qui va être justement dans un restaurant et que à la fin, c'est un serveur qui va lui amener son arme, et bref... C'est ça, Dengar, malgré tout, ils ont réussi à nous le rendre intéressant. Là, tu vois, le numéro là, qui est consacré, il y en a un dans le tas qui est consacré à à Dengar. Ouais. J'ai pas du tout aimé, quoi. Vraiment, il est quasiment là tout le temps et j'ai trouvé ça de très faible intérêt, quoi. Vraiment, c'était... non. Ça développe un petit peu le personnage aussi en termes de flashback et on voit qu'il connaissait Han Solo depuis longtemps. Il était sur Corellia déjà là, à l'époque où on rencontre Kira et Han. Mais c'est ça, les nouveaux, on va dire, chasseurs de primes, tu vois, je peux même pas t'en citer un de nom. Parce que leurs noms m'ont pas marqué parce que c'est pas aucun intéressant possible, même si ça fait 20 numéros qu'on les suit.
Donc, je pense qu'à un moment donné... Ah, bah attends. Ouais, moi, je suis pas. Enfin, peut-être pas vers numéro, hein. C'est surtout sur la fin là qu'on les voyait souvent. Parce qu'au début, c'était très très basé sur Valence quand même. T'avais Valence Ouais. et les autres. C'est plutôt War of the Bounty Hunter qui les a ramenés sur le devant de la scène. Et là, tu les as quasiment Ouais, c'est tout le vrai. temps. Parce qu'au début. Non, pas dans le numéro. Mais si t'avais des petits passages avec eux, hein. De toute façon, l'héritière, la fameuse héritière qui est un petit peu le MacGuffin de toute la série Bounty Hunter, elle était là dès le numéro 1, quoi. Enfin, mais et ça continue là au numéro 23, donc ça va faire 2 ans qu'on est dessus là, et je trouve que l'intrigue n'avance pas et que Non, voilà, ces personnages prennent plus d'importance que dont Valence, donc, qui est absent quasiment de 2 numéros sur 4 là. Enfin, c'est vraiment pas. Il faudrait qu'ils arrêtent la série, la Bounty Hunter. J'espère qu'ils arrêtent la période épisode 4, épisode 5-6, qu'ils passent post-épisode 6, qu'ils cancellent la Bounty Hunter, parce que là, j'ai l'impression qu'ils n'ont plus rien à raconter, quoi. Ouais, ou en tout cas qu'ils partent sur autre chose. C'est aussi que du côté de Vador, on suit aussi une fine équipe autre qui est un peu comme des chasseurs de primes, mais en fait, Pareil. c'est plus des volontaires là, anti-Crimson's Down. Mais honnêtement, il y a des là aussi, il y a un lézard, je cherche la race, un Trandoshan. En tout cas, il y a des pendants là, qui fait qu'à un moment donné, t'as l'impression de suivre un peu la même histoire en parallèle. Et c'est marrant, ouais. Et Afra, c'est un peu pareil en fait. T'as Afra, Bounty Hunter et Vador, ça fait 3 séries quoi, sur 5, sur 4 ou 5, où t'as des espèces de groupes de personnages secondaires dont on se contrefout et qui prennent de la place. On a les deux personnages masculins. Ah ouais. C'est une série c'est Ariol. On l'a pas dit, mais c'est le festival. Mais il y a 2 personnages masculins, mais bon, je ferai pas de mauvaises blagues, ils ne sont pas si masculins que ça. Et en fait, ils sont Non, c'est nul. C'est nul, hein. J'adore Afra, mais je les oublie, tu vois. Enfin, ça s'appelle Just. Voilà. Le qui est Ariol. Ariol, ouais, son pote. Ariol. Ah, c'est tellement nul, mais c'est tellement nul ça, mais qu'est-ce qu'il veut? Oh là 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 là, c'est... Ouais, écoute, à moins que tu avais une autre chose à préciser, mais sinon je vais te demander des notes. Oui, vite fait, une review rapide des trucs. Alors moi, c'est Bounty Hunter qui m'a énormément déçu, notamment du fait que la série m'a plu moi au départ. J'étais un des seuls peut-être à aimer la série au départ. Ce qui était cool dans Bounty Hunter, c'était Ouais, j'aimais bien. Ouais, t'aimais bien le début de la série quand ça commençait? Moi, j'aimais bien. Moi, Valence, et c'est pour ça, en fait, en plus, c'est qu'il y avait même eu une mini-série, là, certains s'en souviendront, c'était Cible Vador. Puis c'était justement un peu l'introduction de ce personnage-là, de Valence. Ouais. Duquel a découlé la série Bounty Hunters. Puis moi, Valence, je le trouve très, très intéressant. Oui, voilà. Vraiment, là, lui, c'est un personnage que je veux qu'il reste. On a Bossk aussi, on a exploré beaucoup Bossk dans les débuts, que je trouve intéressant aussi, même si en apparence, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'il a raconté sur ce chasseur lézard? Mais bizarrement, c'est tout le temps, je crois qu'on en avait parlé avec Tom, mais c'est tout le temps Bossk et Valence qui se font découper ou mutiler, comme par hasard, parce que l'un a les membres qui repoussent et l'autre il se fait réparer à chaque fois, et les autres rien, quoi. C'est tout le temps la même chose. Ouais, c'est pas faux. Puis, comment dire, c'est une série, ça va avec le dessinateur aussi, c'est le même qui avait fait la série, la deuxième série Lando, là, qui se passait à l'époque du film solo, mais c'est toujours des scènes d'action, toujours des scènes de combat, ça va vite, des batailles générales entre beaucoup de personnages. Voilà, après, on est quoi là, après 25-26 numéros, ça commence un petit peu à être répétitif. Là. Voilà. Et d'autant que là tu parles du dessinateur, donc c'est Villanelli, qui est un super dessinateur. Hein. C'est vrai que le point fort de Bounty Hunter, voilà, c'est très comic book, exactement. Et je trouve ses dessins excellents, ultra dynamiques. Tu dis les scènes de combat, c'est beaucoup de combat, c'est un actionneur, hein, Bounty Hunter. Ouais. Et c'est génial. Sauf que le premier numéro de Bounty Hunter du tome 4, là, c'est pas Vinaleni qui a laissé sa place alors c'est Natasha Bustos comme artiste, et là tu vois la différence, et là je trouve ça vraiment moins cool que Villanelli, et heureusement il revient par la suite, mais c'est justement la partie avec, c'est peut-être pour ça, hein, c'est la partie avec Drengar justement, et c'est peut-être pour ça, elle n'a pas réussi à m'accrocher en fait. Il y a un numéro qui s'appelle Panic at the Disco ou quelque chose comme... C'est pas exactement ça, mais évidemment, c'est dur de pas penser au groupe de musique. Là. Ouais. C'est peut-être celui-là. Parce qu'en fait, en plus, la dessinatrice, elle a une touche, un style un petit peu jeunesse. Donc ça fait très les aventures, tu vois. T'as Han Solo que tu vois vite fait, tu reconnais même pas, quoi. Enfin, tu reconnais même pas Han Solo. Non, c'est vraiment bizarrement dessiné, quoi. Dommage. Mais Villanelli, c'est vrai que c'est un très très bon point. Là, on le retiendra pour Bounty Hunter, hein, que c'était un super dessinateur et qu'il fasse autre chose dans Star Wars, ça me ferait très plaisir. Ouais.
Ouais, Lando, si vous n'avez pas pris la série de Lando, Ouais. en tout cas, visuellement, c'était très très joli. Tu sais, c'est dessinateur et coloriste aussi, là, c'est toujours une équipe. Mais ouais, très réussi. Ça, Moi, c'est je bien. remarque entre autres le Bosque dessiné par Villanelli est incroyable. Oui, Vraiment, c'est là, magnifique. ça devrait être son personnage. S'ils font une série sur Bosque, il faut que ce soit ce dessinateur-là parce que je vous Il est dis, très très doué. c'est fantastique. Très très bon. Très, Disons très que le bon. nombre de dents, peut-être dans la gueule de Bosque, est beaucoup plus élevé qu'avec d'autres dessinateurs. Ça va être ça, ouais. Le gars, il est patient ou il est rapide. Ouais, c'est ça. Il est doué à dessiner des dents. Et les écailles aussi. Non, c'est super bien fait, quoi. Vraiment. Ouais. Sur Dark Vador aussi, j'ai envie de revenir vite fait. Là, parce qu'on a toujours la même équipe, Pac et Yenko, en équipe créative. Et c'est cool parce que c'est le retour de Sabé aussi. Donc ça, c'est un pan de l'histoire que j'aime beaucoup, qu'on avait déjà vu au début de la reprise de la série l'année dernière. Mais là, dans le crossover, je crois que c'est la première fois qu'elle revient. Ouais, ben. Elle revient, en fait. C'est dommage, tu as raison. Il y a Sabé qui vient hausser le niveau, je trouve. Et il y a aussi Bestun qui vient le descendre. Ouais, c'est ça, Ochi. Aïe, 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 Ochi. C'est ça qui est dommage. C'est dommage. Ouais, non, Ochi, j'ai pas du tout aimé le passage avec Ochi. Les passages avec Padmé, par contre, c'était excellent. Le team-up, alors c'est un peu gros, hein, tu me diras, les gros fans de Vador, ils vont trouver ça bizarre que Sabé est au courant parce qu'elle enquêtait pendant tout ce temps sur qui pouvait bien être Dark Vador. Elle avait découvert qu'Anakin. 2 plus 2, ça fait 4, là. Ouais, voilà. C'est un indice qui indique que Vador est Anakin. Pour elle, là. C'est ça. Et voilà. Et quand elle lui annonce, c'est ça, je pense que pareil, c'était Loïc qui critiquait beaucoup cette série et a raison. Il retrouvait pas le personnage, la caractérisation de Dark Vador des films, tu vois, sans pitié. Tandis que là, il est vachement plus cool et relax Vador, quoi. Et Sabé lui dévoile son identité, et puis lui, il est là, il aurait pu la zigouiller en deux, mais non, évidemment, il fallait pas tuer Sabé direct. Donc ils vont marchander, quoi. Ils vont faire une espèce de team-up. Très cool, hein, le team-up. Moi, j'ai beaucoup aimé que Sabé s'allie. La relation est intéressante. Ce qu'elle lui dit, elle lui rappelle beaucoup les derniers mots de Padmé, dans le fond, qui est Anakin, etc. Puis certaines de ses actions aussi, Vador se fait un petit peu un justicier aussi dans certains numéros. Ça rappelle la mini-série, là, c'était Sombre Vision, où est-ce qu'on voyait justement un Vador, mais qui était perçu comme un héros, comme un justicier par certains. Donc, non, c'est ça. Il y a, effectivement, moi, je trouve que tout le côté Sabé est intéressant, mais faites sauter Ochi de Bestun, envoyez-le sur Exegol, faites quelque chose, mais débarrassez-nous de ce personnage-là. Ouais, c'est vrai que... Ouais. Et en plus, c'était bien, c'est les deux amours de Padmé qui s'allient. C'était vraiment pas mal, quoi. Ça. Mais Ochi, on sait ce qu'il devient. De toute façon, on a lu le roman. Et... oui, mais on peut pas dire tuez-le tout de suite parce que c'est ça. Et ouais, c'est ça, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il va devoir continuer. Peut-être à post-épisode 6 aussi, il sera encore là. Ça va être dur. Ouais, c'est ça, ou envoyez-le sur cette planète-là, l'espèce de désert. Là, je me souviens plus comment ça s'appelle, là, mais dans l'épisode 9. Là. En plus, je crois que c'est le dernier épisode de Vador, de l'épilogue, où t'as Vador qui se fait, alors c'est pareil, il se fait beaucoup de fois maîtriser, Vador, dans cette relance nouvelle série volume 2, là. Je trouve qu'il se fait pas mal botter de cul, donc déjà par l'empereur, voilà, quoi, mais aussi là, là, ils attaquent une espèce de gouverneur de Crimson Dawn, là. Ouais. Et puis Vador se fait maîtriser, quoi. Avec une espèce de rayon. Voilà. Et c'est Ochi qui vient le sauver, donc comme. Ouais. Ochi, le personnage. Vador a même pas eu le temps d'essayer de se déprendre. Ouais, c'est assez bizarre comme histoire. Et voilà, c'est ça. En plus, moi, c'est le non-épilogue de ce dernier tome qui me pose question, c'est que Dark Vador est une des séries, entre autres, je sais plus, c'est la Afra, oui, la Afra aussi, je crois, où il n'y a pas vraiment de conclusion. En fait, c'est marqué épilogue, mais en fait, les séries finissent sur des cliffhangers. Et en fait, il faut continuer si tu veux savoir la suite de ce qui se passe dans les Vador, parce que là, ça finit sur un cliff de fou, quoi. Donc, épilogue moyen comme nom, quoi. Donc, autant l'appeler, je sais pas, tome 5 ou je sais pas. En fait, je crois que c'est plus une question que Panini se retrouve, puis je veux pas, évidemment, là, je sais qu'Aurélien écoute nos émissions parfois, je veux pas prêter des intentions, quoi que ce soit. Mon interprétation, c'est que Panini s'est retrouvé un peu piégé par sa formule, à savoir qu'au début, ce n'était que War of the Bounty Hunter. Donc, soit ils ont continué parce que justement, ils étaient un peu piégés dans cette formule-là de publication, ou tout simplement que ça marchait. Si ça se vend en kiosque, en librairie, pourquoi ne pas continuer avec 3 versions de la même, 3 publications différentes de la même histoire. Mais voilà, je suis pas sûr qu'ils s'attendaient à ce que ça dure 2 ans et demi, 3 ans, là, parce qu'on n'a pas fini. En fait, ça va continuer avec Hidden Empire.
Et ouais. Ils n'ont pas le choix que de continuer dans cette mouvance-là, effectivement. Je suis pas sûr, on le sait peut-être, mais en fait, j'ai pas vérifié le nombre de issues, là, de combien de temps va durer Hidden Empire, mais bon. 5. C'est 5. Enfin, la mini-série, ça sera en 5. Si je redis ce que je disais tout à l'heure, après plus de 2 ans, ce n'est plus un événement. Oui, complètement. Parce que revenez, s'il vous plaît, revenez à la normale. Ben oui, moi j'attends avec impatience le passage au post-épisode 6. C'était ça la promesse. Hein. Le premier volume, c'était épisode 4-5. Là, c'est le deuxième volume, on est en plein dedans. Puis là, ça commence à faire 2 ans, 3 ans. Ce serait bien de passer à la. En plus, moi, l'épisode 6, le post-épisode 6, c'est la période que je préfère, enfin, qui est le moins explorée par tout ce qui est roman et film et tout le bazar. Et donc, ouais, moi, ça m'intéresserait de voir des séries post-épisode 6. Ouais. Et pré-épisode 7, du coup, ce serait pas mal. Ouais, ben, tu sais, en fait, oui, tu as raison, on va peut-être tout de suite. Je sais pas, en fait, j'ai pas regardé au niveau des dates quand est-ce qu'on va finir avec le 40e anniversaire du Retour du Jedi et tout ça. Cette année, non? Fait que je sais pas si on va avoir comme une période sans Hidden Empire, avec un retour d'arc normaux, avant de passer au Retour du Jedi, ou en tout cas, on va voir. Mais oui, en fait, moi, je suis effectivement, si ça se continue dans cette logique-là et qu'après ça, après ce saut-là, on tombe après le Retour du Jedi, là, je vais être très, très intéressé parce que c'est une période malheureusement sous-exploitée. C'est ça. Donc voilà, si je te demandais de donner une note, si on y allait avec le tome 4. Ouais, tome 4, d'une manière générale, hein, le crossover est pas glorieux. Moi, j'ai pas trouvé, j'ai trouvé moins réussi que War of the Bounty Hunter, déjà, me concernant. Hein. Je sais que ça fait débat, le crossover War of the Bounty Hunter n'a pas fait l'unanimité non plus au sein de l'équipe. Hein. C'est pour ça qu'on se retrouve qu'à 2 d'ailleurs. C'est vrai. Bref. Ouais, en fait, l'idée de réintroduire Kira dans l'univers, c'était une bonne idée à la base. Hein. Je sais que lors de son annonce, quand on a eu les révélations et tout, c'était quand même pas mal. Mais voilà, là c'est fait. On l'a depuis que 2 ans, 2 ans et demi. Hidden Empire, donc la dernière partie du crossover, c'est censé nous raconter, si j'ai bien compris, la chute de Crimson Dawn. Donc techniquement, elle devrait y passer, je sais pas. Bref, en tout cas, pour le tome 4, j'ai fait une moyenne par numéro et en fait, ça va de très très nul ou anecdotique avec les Bounty Hunters, et moche aussi, parce que je te dis, les dessins, moi j'ai pas accroché. Mais par contre, avec les Afra et les Star Wars, moi j'ai toujours beaucoup aimé, quoi. Donc en faisant une moyenne, j'arrive quand même à 14. Alors t'as vu, on a dit beaucoup de mal du crossover en général, mais là, si je suis les maths, quoi, en 14 sur 20 pour le tome 4. Mais et bon, pour d'aucuns, et je sais pas s'ils ont raison ou pas, mais d'aucuns diront que pour toi, 14 sur 20, c'est une très mauvaise note. Voilà, ouais, si vous me connaissez maintenant, 14, c'est pas top en fait. Faut peut-être pas l'acheter le truc. 14. Faudrait que je revoie un petit peu mon système de notation, parce que là, il est quand même un peu foireux, non? Je sais pas. Mais tu vois, là par exemple, j'ai mis un 8 sur 20 à Bounty Hunter, alors que j'ai trouvé très mauvais, quoi. Donc t'as vu, j'arrive pas à être trop méchant non plus, quoi. 8 sur 20, c'est. Voilà, quoi. Alors que voilà, ouais, je peux pas mettre des zéros comme vous, là, parfois 0 ou 2, là, je sais plus trop pourquoi. Non, en fait, c'est rare que je pense pas avoir jamais mis un 0. Mais bref, écoute, excellent pour numéro 4 en 14. Moi, tu vois, je trouve que c'est le pire des deux. Je sais que ça peut sembler étrange parce qu'on a dit, au moins celui-là, il y a un numéro de Crimson Reign, ce qui n'est pas le cas dans l'autre. Mais quand je fais la somme de tous les numéros, j'ai préféré l'autre justement avec l'anniversaire, le numéro anniversaire de Charles Soule, etc. Donc, moi, tu vois, je peux pas lui donner plus qu'un 10. Donc, c'est pas mauvais en soi. Mais vraiment, c'est pas mémorable, quoi. C'est uniquement pour les complétistes, là, ceux qui ont commencé cette série-là d'albums anthologiques, on va dire. Là. C'est ça. Donc, voilà. Sinon, si je te demandais pour l'épilogue? Pour l'épilogue, moi, en fait, un peu comme toi, en fait, le fait qu'on s'éloigne, en fait, de toute cette intrigue, Crimson Reign, Crimson Dawn, Kira, tout ça, en fait, le fait de s'éloigner de ça, moi, ça m'a beaucoup plu, bizarrement. Genre les numéros d'Afra, Star Wars et Dark Vador, avec Sabé, on en a parlé. J'ai beaucoup aimé ces intrigues-là, parce qu'elles sont pas rattachées à Crimson Reign, en fait. c'est un peu débile, quoi, parce qu'on est censé suivre un event, quoi. Bounty Hunter reste encore en dessous pour moi. C'est dommage, encore une fois, j'avais beaucoup aimé la série à ses débuts. Et donc j'ai mis quoi? Un 16, voilà. J'ai mis quand même un 16 pour le tome épilogue. Oui, et le numéro anniversaire qui est super cool, hein. Franchement, le numéro anniversaire, moi, j'ai adoré, c'est peut-être mon numéro préféré du tome. Voilà, donc 16 sur 20 quand même. Excellent. Tu vois, moi, je lui donne un 12 sur 20. C'est vraiment... puis, il faut mentionner, je l'ai dit en intro tout à l'heure, mais c'est quand même 8 numéros. C'était le 8 issues. Oui. Donc,
C'est pas le premier, c'est pas le dernier, mais c'est relativement rare quand même, comme album chez Panini. Là. Et pour le prix, c'est... Ouais, le prix va avec. Mais c'est pas cher pour 8 les albums, plus il y a de numéros, plus c'est financièrement avantageux par numéro. Mais oui, sur le coup, quand tu arrives à la caisse, puis que, par exemple, ici au Québec, il va coûter, je pense, c'est autour de 40$ plus taxes, tu te dis, ouais, mais mon loisir commence à me coûter cher un petit peu. Voilà, fait que c'est ça. Parfois, dans certains numéros, des dessins très beaux. Dans le suivant, complètement différent, mais c'est ça, c'est un volume d'anthologie. Donc, c'est ça. Moi, je vous dis, en termes, les 100% vont se mettre à sortir. Là, donc, dans le fond, comme les 100% liés à War of the Bounty Hunter sont déjà sortis. Et voilà, personnellement, j'irais plutôt avec ça, beaucoup plus intéressant. À la fois la lecture, puis aussi, je trouve, si votre bibliothèque c'était déjà des 100%, ben, comme ça, vous continuez, vous avez le Star Wars 3, 4, 5, 6, au lieu d'avoir une espèce de pause là, dans les numéros à cause de ces événements-là. Oui. On vous conseille les 100%, complètement. Enfin, c'est ça. Mais on a connu pire. On a connu pire. Hein. J'ai ma hiérarchie des albums là, pas loin, et je vous dis qu'en comparaison, tu as cité tout à l'heure le Réveil de la Force, l'adaptation, ou les fameux one-shot de la période par période, là, les héros ou les vilains là, soit de la République, de la Rébellion, de la Résistance, là, ou le Mace Windu aussi. Là, c'était dans le très mauvais. Donc, voilà. Et attends, je voulais te demander si là l'event est terminé, donc ça y est, c'est fini là, le Crimson Reign, on va commencer un nouvel event bientôt. Si tu avais une note globale sur l'event en général, en fait, qu'est-ce que tu retiens de ce Crimson Reign je l'ai un peu mentionné tout à l'heure, c'est que War of the Bounty Hunter, puis quand je regarde les notes aussi, album par album, puis tout ça, vraiment, c'était beaucoup plus élevé. Il y avait beaucoup plus je trouve, de liens intéressants, les personnages qui se croisent, qui se rencontrent. On avait, par exemple, je pense à Aphra, qui par la voix reconnaît que Boba Fett, mais il est incognito à ce moment-là, mais reconnaît que Boba Fett est un clone. En fait, elle ne sait pas que c'est Boba Fett, elle ne le connaît pas, mais tout de suite, elle l'appelle le clone. Et juste parce qu'évidemment, par la voix. Toutes sortes de petites choses comme ça. Oui, je comprends, par exemple, Loïc, là, le moment où Kira se bat en duel, c'est très rapide. Là. C'est vraiment... Là, non, mais c'était un des pires moments. Mais quand elle affronte Vador, tu te dis... honnêtement, si Vador avait voulu la tuer, il l'aurait tué. C'est juste qu'il était plus surpris, en fait. Il était surpris par sa technique de combat. Là. On y revient justement dans un de ces deux albums-là. Il en parle à l'Empereur. Là. Il dit, c'est parce que j'ai reconnu votre technique de combat à l'Empereur. Parce que lui, il l'a enseigné à Darth Maul. Et Darth Maul l'a enseigné à Kira. Mais tout ça pour dire que globalement, c'est ça. Moi, mon enthousiasme était beaucoup plus élevé pour War of the Bounty Hunters. Et numéro par numéro, série par série aussi, ça se joignait plus. Les one-shots avaient un petit côté intéressant. On a mentionné celui de Bush, qui m'avait vraiment surpris parce que c'est un personnage dont je me foutais. Même chose avec Orlum et Zuckuss, personnage dont je me contre-foutais, mais c'est les one-shots et ce qui se passe dans la série War of the Bounty Hunter qui m'a vraiment piqué ma curiosité sur ces personnages-là. Ouais, complètement. Fait que voilà, tandis que là, cette fois-ci, c'est ça. Trop gros, un peu trop n'importe quoi. Et surtout, un plan, on va dire, ou des plans, là, dans le cas de Kira, qui ne tiennent mais qu'à un film, il suffirait tu sais, qu'il fait trop humide, que la machine ne marche pas, puis tout le plan tombe à l'eau, là. C'est ça, c'est beaucoup trop gros. C'est vraiment beaucoup trop gros ce qui arrive, là. Vraiment, ouais. Mais c'est vivement la fin. On est dans des comics. Donc. Ouais, mais c'est vrai que là, je commence à avoir la Star Wars fatigue sur les comics pour la première fois, hein, vraiment, avec ce crossover. C'est que là, la quantité est astronomique en ce moment. Là, c'est vraiment. En plus, il y a ça. Mais c'est cool, quoi. Là, c'est bon. Ce série est terminée. Moi, j'attends qu'ils annulent un petit peu Bounty Hunter parce que c'est bon, quoi. Ils ont raconté ce qu'ils voulaient avec eux. Et je pense que post-retour du Jedi, ils sont plus intéressants. Les Bounty Hunter, ils étaient intéressants. Pour leur plan dans l'Empire contre-attaque, et puis c'est pour ça qu'ils ont pris ce qui s'arrive. Après, là. Voilà. Et là, c'est vrai que tu le mentionnes, mais on a donc 4 séries régulières, tu as les 2 autour de la Haute République, j'ai compté, c'est 6 mini-séries. Donc ça te fait en tout 12 séries à suivre, hein, si tu veux tout suivre. C'est un truc de fou, hein, en comics. Ouais. Donc, pas tout chaque mois, hein, mais... Il y en a qu'on ne sait pas trop s'ils vont perdurer aussi, mais c'est ça, la Han Solo...
qui roule. Elle s'achève bientôt. Mandalorian, elle s'achève bientôt aussi. Mais à côté, tu as Yoda qui a commencé, tu as The Blade qui a commencé. Ça fait. Non, ça fait. Moi, je pense que ça fait trop. Évidemment, j'imagine que Marvel, comment dire, ils vont aussi avec les chiffres de vente. Là, donc, mais non, là ça devient un peu absurde. Mais au point, en fait, où reste à voir si Star Wars en direct, on va rester sur cette formule-là pour la fin de l'événement, là, Hidden Empire, qu'on va rester sur les volumes anthologiques, ou on va tout simplement revenir au volume aux sorties en 100%. Parce que si c'est pour à chaque émission vous dire le format fait que c'est désagréable avec ça. Moi, je trouve ça dommage. Oui, non, c'est vrai, tu as complètement raison. Si c'est pour dire acheter 100%, ça vaut pas le coup là, autant critiquer les 100%, quoi, c'est sûr. C'est ça. Ouais. Voilà, donc écoutez, c'est sur ces bonnes paroles qui, relativement quand même, comment dire, mesurées, dans le sens qu'on n'a pas démoli. Là, non, c'est pas mauvais en soi. Ouais. Donc voilà, c'est là-dessus qu'on va conclure l'émission d'aujourd'hui. Comme Jean disait, je crois que pour la suite, ça va être le Battle of Jeddah, l'audiodrama. Oui. Ou peut-être, comme je disais tout à l'heure, l'album de Halcyon Legacy. Là. On verra. Voilà, il y a ça qui sort aussi en FR. Je crois qu'il y a aussi le. Est-ce que l'album du Mandalorian ne sortirait pas en FR, je crois aussi? C'est l'adaptation de Mandalorian. Oui, effectivement. Moi, je les ai même pas lus en VO, vu que c'était vraiment l'adaptation comme telle de la série télé. Mais oui, je vais probablement y jeter un coup d'œil une fois que je l'aurai en main en français. Là. Je crois qu'on fera un épisode double d'ailleurs. Hein. Je crois que c'est ce qu'on avait prévu, de faire deux tomes, comme on a fait ici et au précédent. 2 tomes en un, peut-être. Un truc comme ça, on verra. Et écoutez, cela n'engage que nos avis, donc n'hésitez pas à venir nous faire part de vos commentaires, que ce soit Facebook, Twitter, même si personnellement Twitter je déteste, mais Discord, je vous le conseille fortement, et YouTube évidemment. Même chose avec les pouces sur YouTube, les partages, tout ça, vous abonnez à la chaîne si ce n'est déjà fait, ça fait une énorme différence pour Star Wars en direct. Et pour nous permettre justement de faire ces émissions-là et de discuter tout ça avec vous. Donc, voilà, de la part de Jean et moi-même et de toute l'équipe qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui. Que la force soit avec vous. Qu'est-ce que j'oublie? Non, c'est ça, voilà. De la part de toute l'équipe de Star Wars en direct, merci d'avoir été à l'écoute et que la force soit avec vous. Bye! Ciao.